Ben, on est ravis. Ouais, Florence est là. génial. Ben, on est L'équipe ravis. Hein. est là, unique. Hein, Oui, d'ailleurs, ben, on va en profiter pour faire une petite annonce. exactement. Ah, ben ouais, allons-y. voilà. On est déjà super ravis de vous retrouver. Voilà. Non. Je viens d'arriver, donc. C'est ça. Ah ouais, là, à peine arrivé, on démarre le live. Là, ça commence très fort. Aujourd'hui, Énergie. voilà, exactement. Et ben, en fait, on est ravis de t'accueillir dans l'équipe unique, quoi. Parce que Voilà. maintenant, voilà. Florence. Oh, mon oreille. Tu Aussi, fais, je t'aime. voilà. Mais voilà, bienvenue à Tu fais Florence dans l'équipe partie unique. de notre Ouais, équipe c'est partie de maintenant. notre équipe et, la future Voilà. formatrice. On va développer pas mal de choses ensemble. Mais Florence va beaucoup intervenir avec moi pour la formation de speaker philanthrope, notamment. Et on vous prépare plein de belles surprises. Parce que moi, en ce moment, mon truc, c'est l'immersion. Quand je vois la puissance que ça amène, j'ai vraiment envie d'en faire beaucoup plus. Donc voilà. Et donc, le thème d'aujourd'hui, Marie, si tu veux bien nous le rappeler. Bah, comment construire finalement des relations sur de bonnes bases? Ok. Je trouvais que c'était une question tout à fait pertinente et je pense qu'aujourd'hui, dans un monde où l'individualisme grandit, ça devient quelque chose, je pense, vraiment d'actualité et intéressant à aborder en tout cas. Mais ça veut tout dire et rien dire, ou en tout cas, ça peut vouloir dire beaucoup de choses parce que tu l'entends sous quelle forme, en fait? Parce que c'est construire des relations sur de bonnes bases, c'est quoi? C'est dans le milieu personnel, professionnel, amical, tout, en fait, dans la relation Dans tous amoureuse. les domaines de vie, en fait. Ok. Bonjour Samuel. Salut Samuel, welcome. Je t'attends pour un café. Non, simplement je pense, pour dire que en fait, aujourd'hui, on n'arrive pas à créer de bonnes relations saines, en tout cas, et que assez rapidement, ça devient compliqué, conflictuel. Il y a des choses, ça peut être des relations toxiques, on peut attirer des relations toxiques. Il y a beaucoup de choses qui se créent en nous. Et en fait, peut-être qu'on se pose pas les bonnes questions, en fait. Peut-être qu'on attend trop de la personne, peut-être qu'on attend trop de l'extérieur. Oh, il y a tout un tas de choses. En tout cas, il y a tout un ensemble de choses à voir. Et je pense qu'on pourrait aborder aujourd'hui. Voilà. Et du coup, justement, après, je vais laisser la parole à Florence. J'avais envie de l'aborder sous forme de, on va s'amuser toutes les trois. Je vais vous énoncer un certain nombre de principes et puis on va rebondir dessus. Est-ce que ça vous va? Oula. Voilà, ça veut dire de la langue française à interpréter. Ah non, pas du interpréter des mots. On va rebondir. On va essayer de rebondir. Justement, on va parler du fait de ne pas interpréter. Alors bon, si on commence comme ça, qu'est-ce que tu en penses, toi, Florence, déjà du thème aussi comme ça? Comment tu le vois? Je pense que c'est un thème qui, en parlant de la relation à l'autre, parle de soi dans la relation à l'autre. Ouais. Parce que dans une relation, on ne peut pas changer l'autre, on peut changer la relation parce qu'on se change Soi-même. Donc en fait, je me dis, ça nous remet de toute façon au cœur du sujet, encore une fois. Et effectivement, moi pour moi-même, si je me prends moi comme exemple, ça va être de travailler sur les attentes, sur les frustrations. Donc comment ne pas être frustré dans la relation à l'autre, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Comment ne pas avoir d'attente pour ne pas être frustré. Tout revient pour moi dans la frustration en fait. De ne pas avoir une relation idéale, managériale, amicale, amoureuse, n'importe, avec l'autre. C'est de se poser des questions, de dire qu'est-ce qu'on peut faire aussi Qu'est-ce que je peux nous-mêmes. faire moi et qu'est-ce que je peux vérifier au fur et à mesure quand je suis dans une situation relationnelle pour m'assurer que si je m'énerve, peut-être que j'ai pas fait avant ce qu'il fallait pour que la personne me réponde d'une manière correcte, saine, comme tu disais, qui est un mot qui est sympathique. Je ne sais pas si tu as vu, ma chère Florence, mais tu es entourée de blancs. Nous sommes toutes les deux en blanc. Tu es entourée de blancheur. Black and white. Alors, trouver une relation harmonieuse en fait. Bien sûr, c'est ça, c'est construire des relations harmonieuses. Et effectivement, j'aime bien l'idée que c'est de soi à soi, puis de soi à l'autre. De soi à l'autre. Et c'est ça qui est très très important, c'est que s'il n'y a pas de remise en question déjà de soi-même, je crois qu'on peut absolument pas avancer. Et du coup,
j'en arrive au premier principe que j'avais envie d'évoquer. La page, elle est pleine de questions. Elle est pleine de questions. Et tout simplement, déjà, alors, ce que ça donne. si on commençait Surprise. par ne pas critiquer, ne pas condamner, ne pas se plaindre, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Ne pas parler, en fait. Pour certaines personnes, c'est ne pas parler. Tourner sa langue, combien on dit, cette fois sa bouche avant de dire quelque chose. Ne pas critiquer, ne pas condamner, ça veut dire vraiment déconstruire son propre schéma de croyance, en fait, je dirais, puisque on nous a un petit peu inculqué la critique, la comparaison, tout ça, et déconstruire ça. Ouais. On peut reparler des enfants. C'est pas simple. Hein. D'accord, Toltec dont on avait parlé. Mais on va en parler tout le long, je pense. Mais justement, vous allez voir que dans tous les principes que j'évoque, finalement, à chaque fois, ils sont très en lien avec les rapports. Comment est-ce qu'on pourrait sortir de ça déjà? Je dirais simplement, plutôt que de parler, parce que c'est vrai que pas forcément positif quand la plupart des personnes qui parlent, elles devraient plus finalement écouter. Alors on va y venir justement, ça fait partie des c'est sûr qu'on est forcément obligé d'y arriver. Ça fait partie des principes. Mais en fait, ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. C'est vraiment aussi dans l'idée de se mettre à la place de l'autre, savoir se remettre en question. Et c'est tellement facile, en fait, dans une relation, dès qu'on a quelque chose qui ne nous plaît pas, en fait, on a le juge intérieur facile. Et en premier lieu, on a envie de critiquer. Et je pense qu'on le ressent tous, on l'a tous vécu. C'est, comme on disait, c'est presque inculqué, c'est originel presque. Nos premiers mots, ça va être dès qu'on a quelqu'un qui n'est pas conforme, finalement, à ce qu'on est nous, parce qu'on est tous différents, avec des valeurs différentes, et ben c'est vrai que la première réaction, c'est critiquer. Et c'est peut-être justement d'apprendre à faire taire cette petite voix intérieure qui nous renvoie souvent à nos propres blessures. Tu sais, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est de revenir d'abord au rapport à soi. Qu'est-ce qui fait finalement que dans mon rapport, moi, je n'arrive pas à être en harmonie avec les autres? C'est que j'ai aussi moi-même des choses à travailler. En tant qu'adulte. Moi, j'essaye quelque chose aussi, moi, avec les enfants. Parce que ce dont je me suis rendu compte en plus de 10 ans, je ne peux plus compter, de cours de dessin, de peinture, etc., où les gens viennent pour quelque chose qui leur plaise. Les enfants viennent pour quelque chose qui leur plaise, ils ne sont pas obligés de venir. Ils ont quand même une tendance naturelle à vouloir critiquer ou se comparer, etc. La seule manière que j'ai vraiment trouvé, moi, d'être vraiment efficace à couper ça tout de suite, c'est en mélangeant les âges. Parce qu'en fait, à l'école, ils apprennent à pouvoir se juger parce qu'à tel âge, il faut savoir faire telle chose. Mais si on commence à mélanger les âges, en fait, les petits deviennent en admiration des grands. Quel que soit ce qui est fait, en fait, ils ne regardent plus c'est un grand qui l'a fait, voire un adulte qui l'a fait. Donc, c'est toujours de l'admiration. C'est waouh. Et les grands, quand ils regardent les petits, ce côté naïf, instinctif, c'est juste génial aussi. Donc, en fait, de squeezer le jugement, ça fait aussi partie des gens qui enseignent. Tout à fait, ouais. De ne pas juger eux-mêmes, d'essayer d'ouvrir l'autre à ne pas juger, voire de mettre les conditions pour que les enfants s'écartent de ce système-là du jugement qu'on apprend à l'école parce qu'on nous met tous dans les mêmes niveaux d'âge. Ouais, c'est ça. Et qu'on essaye tous de nous dire, toi, t'es moins bon que ça, toi, t'es... on essaye de tous rentrer mettre dans des cases aussi. On essaye de, toi, t'as l'air d'être bon là, on te met dans telle case, toi, on te met dans telle case. Les cases et les étiquettes. Les cases et les étiquettes. Cases et les étiquettes, il n'y a rien de plus terrible, je trouve. Ok. Et plus on mélange les gens, les âges, les genres, etc., moins il y a de possibilités de se repérer et plus du coup on apprend à s'ouvrir à l'autre tel qu'il est. Tout à fait. Donc ça c'est pour l'enfant, pour arriver, mais en tant qu'adulte finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de moins râler, moi comme je dis toujours, en fait souvent la critique, la comparaison, tout ça à l'origine, c'est simplement que c'est la plupart du temps un manque d'estime de soi, en fait. On en revient toujours là, de toute façon.
plus on manque d'estime et plus finalement on va aller se comparer, critiquer, juger. Mais en fait, on se juge, on se critique soi-même en fait, puisqu'on se renvoie systématiquement ce système de pensée. Et donc, on se flagelle en permanence et on se fait souffrir. Et donc, dans cette estime de soi, plus elle grandit, en fait, et moins on a besoin de critiquer, de juger, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de ça. En fait, on est bien avec soi-même, en fait. Et mieux on est avec soi-même, et finalement, bah, plus on est heureux. En tout cas, on se sent bien. Et donc, bah, travailler cette estime de soi permet de sortir de ce schéma de critique. En fait, j'irai toujours et j'y reviendrai toujours. Et donc, ça... Bah, évidemment, la base, bah, ça revient toujours sur soi, en fait. Puisque la base d'une relation, c'est d'être bien dans sa peau, hein, peut-être. Je sais pas. Entre autres, mais justement, alors, on va aborder d'autres principes, justement, parce qu'à chaque fois, ça va venir, vous allez voir, ça va venir corroborer pas mal de choses qu'on va dire. Peut-être un deuxième principe qu'on n'applique pas toujours très bien, c'est de savoir complimenter honnêtement et sincèrement l'autre, c'est-à-dire aussi le valoriser, lui donner des marques d'attention positives. Bah, en fait, moi, je pense que on est dans un environnement évidemment qui nous en met dans nos retranchements et on a besoin d'être encouragé. Je pense que c'est quelque chose qui est humain. On a besoin de s'encourager entre nous. Je pense qu'on a besoin d'être entre nous. On a deux choix, hein. Il y a celui qui nous décourage et celui qui nous encourage. Et donc, c'est ce côté positif de l'encouragement. Et donc, on a besoin en fait, des autres pour se soutenir, pour avancer ensemble. Et en même temps, on peut avoir des relations toxiques qui vont nous décourager, qui nous empêcher d'avancer. Mais je dirais qu'avant tout, c'est un choix, c'est-à-dire un choix d'être positif ou un choix d'être dans le moins bien, en tout cas. Si on choisit d'être positif, on a tendance à attirer des personnes positives et à donc à s'encourager, ou on peut aussi attirer des personnes qui peuvent être toxiques et nuisibles et qui vont nous décourager parce que nous-mêmes ne sommes pas positifs et sommes dans le négatif. Parce qu'on renvoie une image négative. On dit toujours que le niveau de la communication est donné par la réponse qu'il provoque. Donc, si nous-mêmes, on est dans un état interne où on a de la colère, ou etc., c'est évident que dans notre échange, ça va se ressentir. Et donc, forcément, l'autre en face, bah, il va réagir, en fait, aussi. Donc, on a besoin de bienveillance, en fait, et d'être entouré dans la relation, c'est important. Mais comme on dit, la bienveillance, c'est toujours pareil, envers soi, et ensuite, eh bien, ça se dégage envers les autres, et ça crée des relations quand même sympas, quoi. Quand il y a de la bienveillance les uns envers les autres. Enfin, je sais pas. Bah, c'est mieux que de voir l'autre comme un ennemi, hein, alors que l'autre n'est pas notre ennemi. Comme tu parlais de relations toxiques, mais dans la réalité, c'est pas ce qui arrive le plus souvent. La plupart du temps, on se rend compte qu'on a besoin d'être reliés, en fait, finalement. On est beaucoup plus reliés et interconnectés les uns les autres qu'en conflit, en fait. Mais on va plus souvent retenir une expérience négative comme ça qu'on a vécue. Le point noir dans la feuille blanche. Le point noir que tout le bien, finalement, qui a lieu quand même la plupart du temps. Qu'est-ce que tu en penses? Maintenant, je pense au manager, en fait, à la position de manager dans une équipe. Comment un manager et pourquoi un manager ne reconnaît pas parfois les qualités ou le travail, ou même parfois ne nomme pas qui de son équipe a fait le travail. Et ça, je pense que c'est dû à des peurs du manager pour tout un tas de raisons, même peut-être de se faire prendre sa place. Or, je pense que plus on encourage son équipe, plus on reconnaît nominativement chaque équipe, plus l'équipe prend de la valeur. Et du coup, plus le manager dirige cette équipe, entre guillemets, qui donne la direction de cette équipe, va prendre de la valeur. Donc, en fait, c'est vraiment travailler sur j'ai peur je suis en réunion et d'un seul coup, j'ose pas dire que c'est telle personne qui a travaillé sur ce projet. Ben pourquoi? Et d'essayer de se calmer et juste de dire c'est telle personne qui a travaillé. Ou même, si on veut se reconnaître soi en même temps, j'ai demandé à telle personne de travailler et telle personne a travaillé sur ce projet. Comme ça, on s'inclut quand même dedans parce que celui qui dirige est inclus dans le projet. Il donne la direction, il donne les timings, il donne tout un tas de choses. Mais il met en valeur son équipe. Et parce qu'il met en valeur son équipe, parce qu'il reconnaît le travail de son équipe, son équipe va reconnaître sa position de manager et l'ensemble manager plus équipe va être
plus valorisé. Et ce que tu dis, c'est génial et justement, vous allez pouvoir compléter parce que ça rejoint justement le troisième principe que je voulais évoquer et qui va bien dans le cadre managérial, c'est l'idée d'aller motiver souvent, justement, alors motiver souvent son équipe pour que finalement, cette équipe-là, en la motivant par la valorisation ou d'autres choses, elle arrive à faire exactement ce que vous proposez. Oui, parce qu'on va c'est insuffler l'énergie. Moi, la motivation, j'associe vraiment cette notion énergétique, en fait. C'est insuffler de l'énergie à son équipe ou dans sa vie. C'est savoir trouver ces points d'énergie, ce qui va nous donner de l'énergie, pour insuffler dans notre vie, pour nous motiver. Quels sont nos points qui vont vraiment nous permettre de nous dépasser? C'est très important, nous valoriser aussi. Et évidemment, à partir du moment où on se valorise soi, on va forcément valoriser les autres. Mais si on ne valorise pas les autres, on ne peut pas se valoriser soi. Souvent, c'est qu'on ne se valorise pas soi. Et donc, la valorisation passe aussi par soi. Je suis toujours pareil, moi je reviens toujours à soi parce que j'ai rendu compte que qu'on soit manager ou n'importe quoi dans la vie, dans n'importe quelle relation, si quelqu'un qui ne valorise pas quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui ne se valorise pas soi-même. Donc, il faut être aussi indulgent avec ça. C'est que cette personne, elle est trop dure envers elle-même. En fait, on est dur envers soi. Mais qu'est-ce qu'on est dur, hein? Et donc, c'est simplement, soyons plus cool, plus positifs, plus bienveillants envers nous-mêmes. Et donc, on va commencer à se valoriser soi. Donc, forcément, petit à petit, on va commencer à valoriser l'autre. Enfin, et donc, l'autre, il va dire, c'est super, je suis reconnu pour ce que je suis. Et petit à petit, voilà, il y a tout cet enchaînement, toujours pareil, qui vient. Et c'est tout à fait ça. C'est notre énergie qui va déclencher cette énergie chez les autres, en fait. Mais le facteur de motivation est vraiment très, très important parce que en fait, ce principe-là, il est valable dans les relations professionnelles, amoureuses, amicales et autres. En fait, c'est que si vous arrivez suffisamment à motiver quelqu'un, vous allez arriver à le rallier à ce que vous voulez vous. Et en fait, il va y mettre du cœur même à vous aider. Et c'est ça qui est super intéressant. Et pourquoi? Parce que vous l'aurez fait en toute bienveillance. C'est ça surtout. C'est ça surtout. Et ça se ressent justement dans une relation. C'est ce côté aussi détaché du résultat. C'est juste, vous êtes vraiment hyper motivé par quelque chose. Finalement, vous l'exprimez avec passion et vous ralliez l'autre à votre proposition. Et ça, je trouve ça juste génial, quoi. Moi, je voudrais parler de quelque chose justement, d'un mot que je trouve là clôturerait bien, mais que je vais vous amener à découvrir en vous racontant une histoire que j'ai vue de mes yeux, c'est-à-dire j'ai beaucoup travaillé en développement personnel avec les chevaux, en particulier avec Marie-Evelyne, qui est une spécialiste de ce domaine-là. Et donc, j'ai travaillé en dressage de chevaux et en tant que patient, je ne sais pas comment on dit, en développement personnel avec les chevaux, sur le MEDA. Et le MEDA, c'est une technique qui est adaptable, qui est beaucoup travaillée finalement aujourd'hui sur le management, sur les forces commerciales, etc., pour comprendre ce qui se passe dans la relation avec l'autre. On est soi, le cheval en face. Par quoi on commence la relation commence par quoi? Première chose, capter l'attention. C'est pas anodin. Si on veut avoir quelqu'un qu'on motive, ne pas être frustré, ne pas se mettre en colère, etc. La première chose, si on dit quelque chose, c'est s'assurer que sa cible, que son auditeur, ses auditeurs sont à l'écoute. Une vraie écoute. Si c'est un enfant, se mettre à ses yeux. Si c'est un adulte, il n'est pas sur son ordinateur en train de machin. Vous fermez vos téléphones, vous fermez... je veux dire, il y a 36 000 choses en même temps, ça ne marche pas pour capter l'attention. Vous n'avez pas capté l'attention, vous n'aurez pas la relation. En capter l'attention. Il n'y a pas ça, il n'y a pas la relation. Et c'est la base même de la prise de parole, justement. Au départ, c'est capter l'attention. On arrive sur scène, vous captez l'attention. Exactement. Dans la seconde. C'est une forme d'accueil, c'est accueillir l'autre, en fait. C'est aussi accueillir l'autre. Ouais, c'est chacun à sa place et écoute, audition et parole. C'est tout à fait intéressant. Ouais. Donc, en 1, capter l'attention. En 2, donc l'acronyme MEDA, mettre en mouvement. Vous êtes un manager, vous êtes dans un couple, n'importe. Vous avez capté l'attention de l'autre.
peut-être pour lui demander quelque chose. Ça peut être quelque chose de gentil, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. Si vous êtes manager, vous avez un dossier à demander, quelque chose, une action à demander, vous mettez l'autre en mouvement. S'il se met pas en mouvement, il va pas agir sur la chose. Ne pas agir, même en pensée. Au début, on peut peut-être penser la chose avant de la mettre en réalité, mais la mise en mouvement. Ensuite, donc c'est en deux. C'est très important. C'est d'abord on capte l'attention. En deux, on met l'autre en mouvement. On s'assure qu'il soit en mouvement, sinon il faut continuer jusqu'à ce que l'autre soit en mouvement. Ensuite, il y a à faire respecter son espace. L'autre ne vient pas vous envahir parce que vous lui avez demandé quelque chose, tout comme vous n'allez pas envahir l'autre parce que vous lui avez demandé quelque chose. Et vous ne surveillez pas. Vous ne surveillez pas ce que vous avez demandé, la manière dont le travail est fait. Le fait de surveiller, ça bloque les relations. Donc, en fait, on lâche prise sur la relation qu'on est en train de créer, la demande qu'on a faite. On n'a plus d'attente. C'est tout à fait intéressant. Ouais. Après, on donne, si on est manager même dans un couple, on donne la direction. Ouais. Où on va. La personne, si elle doit faire quelque chose, si elle ne sait pas dans quel chemin elle doit prendre, elle va peut-être pas aller dans la direction que vous voulez. Et là, vous serez encore plus frustré parce que vous aurez capté l'attention, vous aurez demandé quelque chose, mais le résultat que vous allez obtenir, c'est pas ce que vous attendez. Mais pensez pas que les autres, ils savent ce que vous voulez. Non. Il faut leur demander. Un cheval, vous savez pas où l'amener, il ira pas où vous voulez, il ira brouter l'herbe. Il ira voir la jument si c'est un étalon, il ira brouter l'herbe. C'est son principal action de la journée, c'est aller brouter. Manger. Manger, 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 manger. Il fait ça toute la journée. Donc, en fait, ce truc-là, de donner la direction, c'est fondamental. Donc, quel que soit, si c'est, je sais pas, débarrasser la table, c'est vraiment aller au bout du truc. Je veux que tu débarrasses la table. Si l'enfant est petit, si c'est même un grand des fois. Les plats, je voudrais les avoir dans l'évier où tu fais la vaisselle. Enfin, d'aller au bout de ce que je demande, d'être précis. Et après, donner l'allure. C'est-à-dire dans quel, pour les chevals, ça va être au pas, au trot, au galop. Pour un manager, pour n'importe qui, je donne une deadline. Pour, par exemple, si on prend mettre la table, qui peut causer des conflits et des crises et des cris dans les familles. Juste pour mettre la table, on dit tout de suite maintenant. C'est-à-dire que d'abord, on a capté l'attention de la personne à qui on demande. Ensuite, on la met en mouvement. Tu vas la mettre, ta table, oui. Ensuite, on donne la direction, parce qu'on donne le sujet, hein, c'est mettre la table. Mais après, on lui dit, c'est maintenant. Si c'est dans 10 minutes, on n'a pas tous la même relation au temps. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, on peut être super en colère juste parce que la chose n'est pas faite au moment où on voudrait que ce soit fait. Mais si on n'a pas donné notre timing, Normal. c'est normal. Chacun a sa propre notion du temps. On en revient à la précision, hein. Être toujours précis dans faire des demandes claires et précises. Oui. Et j'en reviens donc avec une petite histoire. Donc, un chef d'entreprise dans le bâtiment, dans le BTP. Donc, j'assiste à une séance de développement personnel avec les chevaux, vraiment destinée au management. Donc, un chef d'entreprise qui explique, qui va chercher le cheval, qui capte son attention, qui le met en mouvement, qui donne la direction, tout ça sans problème, qui donne l'allure, le cheval vraiment, alors que c'est pas quelqu'un du monde de l'équitation, mais son intention est tellement claire que tout ça se met hyper vite en mouvement. Après, il revient vers son coach équin, si on peut dire. Et là, la question qui lui est posée, c'est tu n'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose. Retourne-toi. Et il se retourne. Et le cheval est à l'opposé du rond-manche. Tu n'as pas oublié quelque chose? Intéressant. Et c'est là où je voulais en venir. Il n'avait pas remercié. Donc, c'est sympa, après qu'un gros travail, un gros projet, un gros machin abouti, c'est même dans le passage intermédiaire, d'aller boire un café avec la personne ou les personnes avec qui vous avez travaillé, remercier déjà le sourire, le remerciement et peut-être aussi un moment partagé de ce remerciement, de fêter sa victoire, de fêter le travail accompli. Donc, il va voir le cheval, il remercie le cheval, etc. Et puis, il pense que là, c'est fini. Il se retourne, il retourne vers son coach. Et là, à sa grande joie finalement, il arrive, donc il traverse les 9 mètres, il arrive, il se retourne
Et en fait, le cheval était juste derrière lui. C'est-à-dire le fait de remercier, le cheval l'avait suivi. Ça l'a Donc, motivé. le cheval était prêt à recommencer avec lui. Morale de l'histoire, si vous voulez faire avancer vos équipes ou votre famille ou n'importe, etc., pensez à remercier parce que sinon, la deuxième fois ou la troisième fois, la quatrième fois, la centième fois que vous allez demander quelque chose, si vous oubliez de remercier, la personne ou les personnes ne voudront pas le faire. Elles ne sont pas déjà préparées à aller avec C'est vous ça. sur l'action. Dans la relation, elle est préparée en amont. Tout à fait C'est ça qui est intéressant. Mais je te remercie infiniment parce que tu vas voir, Très belle histoire. ça va rejoindre encore deux principes qu'on va évoquer. C'est ayez le smile, quoi. Si vous souriez pas, déjà, c'est quand même la base de la relation, quoi. Soyez souriant et ayez le sourire et puis intéressez-vous sincèrement à l'autre. Ah oui, c'est vrai. Réellement, intéressez-vous vraiment à l'autre. Mais en fait, ce qui est intéressant quand on s'intéresse à l'autre, justement, et que du coup, on crée une relation authentique, C'est ça. puisqu'on s'intéresse vraiment à l'autre et pas juste pour lui vendre un truc. C'est là où il faut comprendre Être que curieux chaque personne a quelque chose d'extraordinaire à nous apprendre. Tout à fait. Et en se mettant dans cette posture de je sais que chaque personne va apprendre quelque chose d'incroyable, sans forcément être là pour vous vendre quoi que ce soit, finalement. Et donc, finalement, eh bien, à la fin, on va peut-être inconsciemment être dans cette posture de gratitude. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on va remercier la personne de nous avoir conté son histoire, de s'être dévoilée, de s'être ouverte à nous. Et je trouve que dans la relation, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental, de s'intéresser sincèrement et honnêtement à l'autre. Et ça, pour moi, c'est vraiment un principe fondamental. Et je trouve qu'on le fait pas tant que ça en vérité. Souvent, on entend, on n'écoute pas plus que ça. Et ça va aussi avec. Évidemment, ça demande d'être en posture d'écoute. Ça va aller évidemment avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mais qu'on n'a pas approfondi parce que je veux qu'on en parle maintenant. C'est OK, on s'intéresse sincèrement à l'autre en sachant l'écouter, évidemment, en étant à son entière écoute. Et donc, quand on fait ça, on encourage les autres à parler d'eux-mêmes. Et ça, c'est très, très important. C'est vraiment l'idée, c'est arrêtons de parler de nous-mêmes, quoi. Mais écoutons plutôt les autres, ce qu'ils ont à nous dire. Et dans toute relation, dans toute interaction, aller encourager l'autre à parler de lui. Ça, pour moi, c'est la base. Ce qui veut dire que c'est presque une position de philosophe, parce Oui. que ça veut dire qu'on ne va pas imposer d'entrée toutes ses croyances, son système de pensée à l'autre. C'est-à-dire que l'autre dit quelque chose, on ne va pas le ramener à « oui, mais moi, je pense ça, donc On je veux n'impose pas ramener les points de vue. l'autre à mon point de vue. J'ai C'est pas ça. raison, il n'y Non. a pas une raison, il n'y a pas un point de vue. C'est éclectique, le monde est éclectique en point de vue, C'est en ça. personne, une personne, un point de vue. Et je n'ai pas besoin de ramener à moi ou de persuader l'autre que Exactement. j'ai raison. Ça Exactement. veut dire lâcher prise avant la discussion, parce que sinon c'est compliqué. Et ça, on revient encore, c'est lâcher prise sur notre besoin d'avoir raison. L'ego. On s'en fout d'avoir raison. À un moment donné, qu'est-ce qui est le plus important? D'avoir raison ou de préserver la relation? Posez-vous la question. Après, tout dépend de la relation. Mais si c'est une relation qui est importante pour vous, qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir raison, quoi? Non, mais sincèrement, à un moment donné, toi, tu le sais au fond de toi. Tu le sais que tu as raison. Mais qu'est-ce que ça va apporter à la relation de prouver à l'autre qu'il a tort? Quelque part, de l'humilier, en fait, finalement, la personne va se sentir humiliée, blessée, alors que ça n'a aucune importance pour la continuité de la relation. Et puis l'autre n'a pas forcément moins raison que vous. C'est juste un point de vue différent. J'aime bien utiliser, moi, la métaphore de la nature morte. C'est la même chose, mais vous changez d'angle de vue, la chose, elle change. Exactement. Donc, il n'y a pas besoin de voir Oui, on a tous raison. une perception du monde et en fait, c'est accepter la perception de l'autre. C'est Accepter qu'il existe aussi. tout à fait. Il a le droit d'exister et d'avoir son avis et c'est bien. Du coup, c'est entrer. la richesse. Et oui, c'est entrer dans l'univers de l'autre finalement. Et en fait, en appliquant un petit peu ces principes, c'est donc, plus tu es à l'écoute de l'autre, plus
tu vas t'intéresser en fait à ce que, en fait, l'idée, c'est que la personne en face, elle nous parle de ce qui l'intéresse, elle. Et en fait, en adoptant cette posture, justement, eh ben nous, on est en hyper-réceptivité. On va capter beaucoup de ses besoins. Et finalement, nous, ça nous permet vraiment de nous adapter. Et finalement, dans la manière dont on va construire le dialogue, on va complètement se caler à ce qui l'intéresse, elle. Et du coup, dans notre proposition, là, justement, si à un moment donné, vous avez une proposition commerciale ou autre, vous l'aurez d'abord tellement écoutée, vous serez tellement intéressé à elle, que finalement, à un moment donné, c'est elle qui va lui dire, mais au fait, tu n'étais pas venu pour me vendre un truc ou quelque chose comme ça. Là, vous serez là, c'est la relation professionnelle, mais voilà. en fait, ça fonctionne pour tout. Ça fonctionne pour tout. Pour sa famille, ça Exactement. fonctionne pour ses amis, ça fonctionne pour la relation en général, en fait. Mais simplement s'intéresser aux autres, sincèrement, toujours, on en revient, simplement, en fait, Ouais. sans aller... ça crée la relation. Et puis, il y a un autre truc qu'on oublie très souvent et qui est hyper important pour la majorité d'entre nous, c'est qu'on se souvienne de notre nom. Moins du prénom. La reconnaissance. Pour les filles, c'est plus le prénom. Quand je dis du nom, du prénom, non, en tout cas, on ne le perçoit pas toujours, mais le nom qu'on porte ou le prénom, c'est quelque chose d'important. Ça fait partie de nous, de notre identité. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette fameuse reconnaissance, en fait, pour arriver à se rappeler de quelqu'un, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui suit beaucoup l'écoute, mais en fait, finalement, j'ai pas forcément de la capacité à retenir les prénoms, et c'est pas forcément, c'est pas quoi que ce soit. C'est qu'en fait, tant que la personne ne me touche pas émotionnellement, et qu'elle porte le masque, je n'arrive pas à me rappeler de son prénom. Et le jour où j'ai une discussion sincère avec quelqu'un, mais véritablement, la personne a confiance, et dans la relation de confiance, eh bien, instantanément, je vais me rappeler de son prénom. Pourquoi? Comment? Je sais pas. C'est simplement, en tout cas, l'origine derrière, c'est l'émotion qu'elle aura générée en moi. Et en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué dans les relations, c'est que dès qu'on est en relation d'authenticité, où vraiment on dévoile une relation sincère, eh bien, voilà, moi, je vais me rappeler de la personne, mais vraiment, et puis c'est ancré, puis c'est à vie. Et puis je peux la croiser n'importe où, je vais la reconnaître de suite. Mais les gens qui portent le masque, je n'arrive pas à m'en rappeler. Alors j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui vous avez la sensation que les personnes ne vous voient pas, vous n'êtes pas reconnu, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à l'intérieur de vous, on ne vous voit pas? Parce qu'à un moment donné, si on ne vous voit pas, ou on ne vous ressent pas, ou énergétiquement ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous voile la véritable personne que vous êtes vraiment. Parce qu'on a tous, je pense, une belle personne au fond de nous. C'est juste qu'on a mis un masque et que tant qu'on est avec ce masque, eh bien, les gens ne peuvent pas nous voir. Tant qu'on est dans l'ego, finalement. On en revient à cette chacun trouvera ce qu'il veut au masque. Moi, je dis le masque, mais évidemment, il y a la part d'ego. D'où l'importance, au départ, de, comme disait Florence, de capter l'attention et donc de créer le lien, en fait. De créer le lien émotionnellement. Et ça peut être en captant l'attention, justement. Ou en recaptant l'attention. Oui. Parce que là, on parle de gens plusieurs fois. On parle de gens qu'on ne connaît pas forcément. Si on prend l'exemple de la famille, on ne connaît pas forcément mieux les gens. Parce que quand on est au tout début de la famille, chacun a sa place, a sa manière d'agir. On pense que son trait de personnalité, il est définitif. Or, pas du tout, il peut changer. Plus vous allez grandir, plus vous allez faire justement du développement personnel ou autre chose, ou vous vous mettez en couple, la personne va vous changer aussi, du coup vous avez des enfants, etc. Mais la famille, elle se remet. Et on ne perçoit pas forcément ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants, comme ils sont aujourd'hui. Parfois, on les perçoit comme ils étaient il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. On n'arrive pas à changer l'image première qu'on a des relations de quand au début il s'est passé ça, et on reste sur ce type de relation-là. Et peut-être ça peut être un bon exercice pour chacun de nous, je me mets dedans, de se dire la prochaine fois que je suis dans
moment familial, mes parents j'ai la chance, sont encore en vie, donc avec mes parents ou avec mes frères et sœurs, etc. Pas forcément avec les petits, parce que les petits, on sait que c'est en évolution constante, parce qu'ils évoluent, ils évoluent à toute vitesse. Mais dans les relations qui sont déjà censées être installées depuis longtemps, que moi je me redemande comment ils sont aujourd'hui, qu'est-ce que je sens d'eux aujourd'hui, que je les ressente et que je ne parte pas sur des souvenirs, des a priori, une image que j'ai de la relation que j'ai avec eux, etc. Juste pour peut-être les écouter en mieux peut-être. Et du coup, peut-être lâcher des tensions qu'on peut avoir dans les familles, parce qu'il y a des gens qui se sont jamais reconnus dans certaines familles, il y a des gens qui ne sont jamais reconnus, parce que même s'ils changent, on les voit toujours comme ils étaient il y a 20 ans et à 30 ans. Donc, je ne sais pas. Ouais, c'est un petit exercice. C'est intéressant. Alors, un nouveau principe que j'aime bien, que je trouve intéressant, c'est éviter le plus possible les controverses, parce que c'est le seul moyen d'en sortir vainqueur. C'est-à-dire, en fait, dans l'idée que tout conflit, dès lors qu'on rentre dans un conflit, on ne peut pas le gagner. C'est-à-dire que même si, ça reprend ce que je disais tout à l'heure, il n'y a que des perdants. Même si on a prouvé à l'autre qu'il avait tort, il n'y a que des perdants. On ne peut pas gagner. Non, parce qu'on détruit une relation en fait. On détruit une relation, on se fait vraiment, pour le coup, je pense qu'on se fait du mal inutilement. Et c'est très énergivore. Hein. C'est bouffeur d'énergie. Voilà. Alors, cette notion de conflit, c'est toujours quelque chose. C'est pas forcément facile parce que parfois on a en face de nous quelqu'un qui cherche quelque chose, c'est entrer dans le conflit. Ouais. Alors, il y a des moyens quand même. Il y a des moyens. Le premier, c'est garder votre calme. Vous répondez par le calme. Souvent, ça a quand même tendance à désamorcer la situation en face ou en tout cas à désarçonner la personne en face. La personne commence à crier, monter dans les tours, etc. Si vous gardez un calme olympien, généralement, ça peut faire redescendre. Voilà. Essayez d'aller dans la discussion par le calme en disant « oui, je comprends ce que tu ressens, etc. » Et voilà. Par contre, à un moment donné, vous avez le droit de couper court aussi. Par contre, ce qui est toujours intéressant, même si pour le coup, c'est l'autre en face qui est sous l'emprise de la colère, d'une émotion très forte, c'est pas de dire, écoute, là, tu as un problème, arrête là. Non, c'est, écoute, je vois bien que nous avons un problème, là maintenant. Nous, c'est pas c'est nous avons un problème. Nous sommes dans une interaction. Donc, si l'autre en face de vous commence à s'énerver, etc., vous êtes dans la relation. Donc, c'est pas, écoute, tu as un problème, en gros, tu me fais chier. Non, c'est, ok, nous avons un problème. Ce que je te propose, c'est que là, je pense que émotionnellement, ni toi ni moi sommes en mesure d'avoir une discussion intéressante. Écoute, je te propose que on souffle un bon coup chacun et on reparlera à un moment où on sera moins sous l'emprise de l'émotion. Ça peut vraiment… Parfois aussi, tout simplement, si vous avez vraiment en face de vous quelqu'un de buté qui, lui, dans tous les cas, ce qu'il cherche impérativement, c'est le conflit. Dans ces cas-là, à un moment donné, soyez pas dans la lutte non plus. Effacez-vous et dire, écoute… voilà, on n'est pas en phase, là je m'en vais. Et vous en allez, vous actez, véritablement. Voilà, ça c'est vraiment des manières assez simples de désamorcer quand même rapidement un conflit. Voilà. Dans le souffler un bon coup, les Asiatiques ont un petit exercice qui est tout simple. Ils s'accroupissent avec, des fois on les voit même sur le bord des routes accroupis comme ça, avec la tête en bas, c'est-à-dire pas avec la tête en haut. Donc vous vous accroupissez. Donc mettons en famille, au boulot, n'importe. Vous sentez que la tension monte. Vous êtes dans la relation, donc quelles sont vos croyances, vos émotions à vous. Vous pouvez déjà lâcher prise sur tout ça. Un moyen vraiment immédiat, et encore une fois, ça je l'ai appris avec les chevaux, vous le faites avec un animal. Vous lâchez prise, la relation va changer. Quand vous vous relevez, la relation a changé. Donc, en fait, vous vous mettez dans votre coin. Si vous ne voulez pas vous montrer avec un animal, vous pouvez le faire instantanément. Lui, il s'en moque que vous soyez… Il va juste sentir que votre énergie, d'un seul coup, vous lâchez la relation. Vous êtes hors relation. Donc, vous vous accroupissez, vraiment accroupi, avec la tête vers le bas. Vous ne surveillez plus rien.
Et vous vous centrez juste là pendant un petit moment. Quand vous sentez que vous êtes détaché de l'extérieur, vous pouvez vous relever. Et là, vous rentrez à nouveau en relation. Et cette position-là, certains l'ont au bord d'un tatami, certains l'ont au bord des chemins. Les Asiatiques sont à genoux partout, tout le temps. Et ça, vraiment, énergétiquement parlant, c'est compliqué quand même quand tu es dans une soirée où tu... Mais non, il suffit d'aller aux toilettes, il suffit d'aller à la salle de bain et hop, vous accroupissez. Non, mais c'est vrai. C'est pas accroupi, c'est pas être assis par terre, c'est vraiment être accroupi. Et ça a une vraie fonction. Et quand on le voit sur un cheval, ce que ça fait, un cheval qui monte en tension, qui commence à monter sa tête, qui commence à se tendre, etc., on sent qu'un cheval peut vous tuer à n'importe quel moment s'il en a envie. Un coup de sabot bien placé, vous n'êtes plus là. Et du coup, on voit tout de suite, on fait ça et hop, il relâche son dos, il relâche sa tête. C'est immédiat. Il commence à mâchouiller, à nous dire je suis décontractée, je me décontracte. De le voir en fait sur un animal, moi ça m'a montré la puissance de ça, c'est dans la seconde. C'est ça qui est impressionnant et c'est juste de s'accroupir en baissant la tête. Oui, c'est une forme de posture de gratitude et de coupure en fait émotionnelle. Du lien, de lien à l'autre. Alors, les filles, je vous propose un truc. Comme le sujet est très vaste et il y a encore pas mal de choses à échanger, je vous propose qu'on fasse la suite la semaine prochaine. Est-ce que ça vous va? Parce qu'il y a beaucoup de choses à échanger encore sur le sujet et je trouve ça intéressant, au moins, la suite dans le prochain épisode. Et tout ça pour capter votre attention, bien évidemment. Donc, on vous souhaite une très belle journée. Il y a encore beaucoup de choses à échanger sur le sujet. Ouais, il est très vaste. Il y a plein de choses. Donc, on vous dit donc, du coup, à la semaine prochaine pour la suite de l'épisode sur les relations. À très bientôt. Ciao, ciao. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.